Bonjour à toutes et tous. Merci, d'être, présente, aujourd'hui pour cette rencontre qui s'appelle, les enjeux de l'édition. Et on a la chance d'être avec, 3 intervenants, intervenantes, dont, Pascal Obolo, qui est, éditrice, réalisatrice et organisatrice de foires. Donc, tu coédites la revue Africada, toi tu édites la revue Africada et tu organises, la foire African Art Book Fair et MISPI. À ta gauche, Florent Massot, tu es journaliste, et éditeur, aux éditions Florent Massot et chez Blastre, et tous 2 vous êtes à la fois contributeurs, du recueil et coéditeurs avec vos structures respectives. Et à ta gauche, Jean Imolier. Jean Imolier, vous êtes, historien et spécialiste de l'édition et des médias, et vous avez publié Une autre histoire de l'édition française à La Fabrique en 2015. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une table ronde composée, d'1 personne qui plutôt va avoir une approche, historique et de recherche sur l'édition, et 2 autres personnes qui sont des éditeurs et des éditrices et qui vont plutôt avoir une position située et qui vont pouvoir nous faire part des effets directs de la concentration, éditoriale, sur leur métier et sur comment, ils le font au quotidien. Très rapidement, Déborder Bolloré, donc c'est une initiative qui a réuni 128 éditrices qui ont mutualisé, leurs forces de travail, leur réseau médiatique et de distribution pour alerter, sur les enjeux de leur secteur en publiant, un recueil de textes qui rassemble une vingtaine de contributions. Et de manière très pratique, c'est une trentaine de professionnels du secteur du livre qui ont œuvré pendant à peu près, 3-4 mois, de manière assez intense pour que ce recueil existe. Donc je parle de professionnels du monde du livre parce qu'il y a à la fois des éditeurs, des éditrices, mais aussi des relecteurs, relectrices, des développeurs, des développeuses, des typographes, heu, des bibliothécaires, des libraires, bien évidemment des journalistes. Et ce qui est assez important, c'est de rappeler que ce projet, il est né, dans la campagne, des armées Bolloré, et que l'idée, c'était, depuis nos positions d'éditeurs et d'éditrices, de venir s'insérer dans cette campagne et produire un recueil qui puisse permettre, l'organisation d'événements tels que celui-ci, et qui fasse un peu office de socle commun et théorique pour imaginer des moments, d'élaboration collective. Donc, je vous propose qu'on organise cette rencontre, selon 3 temps. On pourrait déjà avoir une approche historique avec, Jean-Louis Mollier. Ensuite, on pourrait faire un état actuel de l'édition avec Florent Massot, et ensuite on pourrait observer, comment cet état actuel de l'édition impacte la circulation de voix minoritaires, et en particulier, et c'est ce que tu parles dans ton entretien dans le cadre des voix issues de communautés diasporiques, Pascal. Hem, Très important aussi, il y a sûrement parmi vous des professionnels du monde du livre, des éditeurs, des éditrices. N'hésitez pas à intervenir et à proposer votre témoignage. A priori, les questions sera plutôt à la fin, mais si jamais il y a des interventions qui arrivent comme ça spontanément, c'est, tout à fait possible. Donc, déjà, Jean-Louis Mollier, quand on parle d'Hachette, de manière très pratique, aujourd'hui, Hachette, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, on en parle souvent, on invoque souvent le terme d'Hachette. Est-ce que c'est, une maison d'édition? Est-ce que c'est un distributeur? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est un peu tout ça à la fois? Et je pense que c'est assez intéressant d'avoir, ces réponses-là avant d'avoir l'approche historique. Alors, Hachette, c'est le plus grand groupe d'édition français. Son chiffre d'affaires, c'est 2,8 milliards, donc c'est absolument énorme. Derrière lui, le numéro 2, Editis, c'est autour de 800 millions. Le numéro 3, Média Participation, autour de 700 millions, toujours de chiffre d'affaires. Le numéro 4, Madrigal, Gallimard plus Flammarion, autour de 600 millions. Et ensuite, vous allez voir, on décroche très vite. Le 5, Albin Michel, c'est autour de 220 millions. Et le 6e, Glénat, 150 millions. Et le 7e, Actes Sud, qui est encore pourtant un groupe relativement important, c'est 69 millions d'euros. Donc vous voyez, en prenant uniquement ces 7-là, vous voyez la différence entre
un grand groupe, Actes Sud, avec de très belles productions, des livres que tout le monde connaît, la collection de Poche Babel, mais c'est un petit parmi ces gros. Et dans les gros, le premier est hors norme. Alors, il est hors norme depuis très longtemps. En effet, dès 1900, Hachette était déjà, au fond, atypique dans l'édition. Je m'explique. Au départ, Louis Hachette, c'est un homme qui est né en 1800. Il mourra en 1864. Il a créé en 1826, il a repris plus exactement, une librairie scolaire. C'est donc un libraire, un vendeur de livres au départ. Mais il a fait de brillantes études à l'École normale supérieure. Il a dû quitter sa carrière tout simplement parce que les élèves ont tous été licenciés par le pouvoir royal de l'époque. Il a dû se reconvertir. Très vite donc, il passe à l'édition. Et pendant 25 ans, il n'édite et ne vend que des manuels scolaires. Donc il s'adresse aux écoles, de la maternelle comme on dit aujourd'hui, les salles d'asile de l'époque, jusqu'à l'université. En 1853, il crée le premier réseau de ce qu'il appelle des bibliothèques de gare. C'est l'ancêtre des relais. Oubliez le terme de bibliothèque, qui est un terme évidemment vieillot aujourd'hui, au sens où lui l'entend. Il s'agit en réalité de boutiques dans lesquelles on vend des livres, mais très vite, on va vendre des journaux et puis divers produits. Là, on est en 1853. La première bibliothèque de gare a ouvert Gare du Nord à Paris en mars 1853. En 1900, l'entreprise en aura 1 millier. Elle couvre toute la France parce que Louis Hachette a signé des accords avec toutes les compagnies ferroviaires qui, en 1938, deviendront la SNCF. En 1897, troisième étape, la même entreprise va racheter les 2 plus grosses entreprises de messagerie de journaux à Paris. Et donc, ce qu'on va continuer jusqu'en 1971 à appeler la librairie Hachette, c'est son nom officiel, sa réseau social d'un point de vue juridique. En réalité, n'a plus rien à voir avec le monde de la librairie, n'a plus qu'à peine à voir avec le monde de l'édition, puisque dès 1939, 60% du chiffre d'affaires sont dégagés à la fois par les messageries de presse, les messageries du livre et le département étranger Hachette. Donc, la partie édition, c'est moins de 40%. Ce groupe va continuer à grossir avec 2 étapes. En 1920, la Banque de Paris et des Pays-Bas, qu'on appelle plus communément Paribas aujourd'hui, a pris le quart des actions dans le cadre d'une augmentation de capital, avec délégation d'administrateurs au sein du conseil d'administration. Dès 1922, l'entreprise Société Anonyme est cotée en bourse, avec une banque à l'intérieur qui, évidemment, oriente en partie la stratégie de l'entreprise. Mais puisque cette entreprise diffuse et distribue l'ensemble de la presse française et de très nombreux éditeurs, plus de 70 avant la Deuxième Guerre mondiale, dont Gallimard, évidemment, cette entreprise résonne davantage en termes de diffusion, c'est-à-dire d'envoi des représentants de commerce pour placer les livres avant même qu'ils n'aient été imprimés ou en tout cas qu'ils n'aient été stockés, et la distribution, c'est-à-dire le camionnage pour apporter les livres dans les librairies. C'est une entreprise donc concentrée verticalement et horizontalement. Elle a racheté des imprimeries, elle a racheté des papeteries, elle a racheté des entreprises automobiles, bref, elle s'intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin au monde du livre. Mais j'ai dit au début que longtemps elle est demeurée atypique, parce que au début des années 1950, le visage de l'édition française, il est double. L'édition française en 1950, elle est pour l'essentiel familiale et elle est de petite taille. Donc elle n'est pas concentrée, si on met à part bien entendu Hachette, et puis on voit poindre déjà 2 autres concentrations autour de Gallimard qui après la Deuxième Guerre mondiale a racheté le Mercure de France, a racheté De Noël puis la Table Ronde, un deuxième début de concentration.
et puis un troisième, un peu plus tardif, à la fin des années 1950, autour des presses de la Cité qui vont racheter le Fleuve Noir, puis Plomb, Perrin, une entreprise très importante qui va porter 3 ou 4 noms, Groupe de la Cité à partir de 1988, Vivendi Universal Publishing à partir de 1998, puis en 2003, Editis, nom qui est toujours le sien aujourd'hui. C'est une entreprise, dès le départ, qui n'a jamais appartenu à une famille. Ce modèle-là, c'est le modèle de la société anonyme avec des actions que n'importe qui peut acheter du moment, naturellement, qu'il a les moyens de mettre de l'argent dans ses actions. Donc, si on met à part ces 3 entités, le reste de l'édition était peu concentré. Mais on a vu apparaître ensuite un 4e groupe autour des éditions du Seuil, une maison d'édition plutôt catholique quand elle apparaît en 1935, donc avec des publications plutôt de type religieux, mais après la Deuxième Guerre mondiale, grâce au succès du Petit Monde de Don Camillo, elle a en quelque sorte touché le jackpot, des millions grâce à la vente de ce roman. Elle va se diversifier, devenir une très grande maison d'édition dans le domaine des sciences humaines et des sciences sociales. Voilà un peu le paysage tel qu'il était en 2000. Et ça va me permettre d'arriver très vite à aujourd'hui. En 2000, au fond, vous aviez 2 géants. Vous aviez à la fois le groupe de la Cité qui était devenu Vivendi Universal Publishing. Je m'explique. Le groupe de la Cité avait comme actionnaire principal Havas. Havas avait été absorbé par son actionnaire principal qui s'appelait la Compagnie Générale des Eaux. Jean-Marie Messier, PDG de cette entreprise, a trouvé que Compagnie Générale des Eaux, ça faisait franchouillard et un peu trop hexagonal. Il lui a donné le nom de Vivendi, et puis il a racheté, grâce à une entreprise canadienne, Seagram, qu'il avait repris, les studios Universal en Californie, et il s'est diversifié, comme vous le savez, à la fois dans le cinéma et dans la musique avec Universal. Donc sa branche édition, il lui a donné un nom anglais, Vivendi Universal Publishing. Mais ça a très peu duré, car en 2002, cet énorme conglomérat qu'était Vivendi Universal s'est écroulé, car la bulle financière sur laquelle il était assis a crevé. En clair, l'action de Vivendi qu'il avait fait grimper, elle est redescendue au cours qui était le sien 10 ans avant. Du coup, le PDG a été remercié, évidemment, et l'ensemble des maisons d'édition de ce groupe, Vivendi Universal Publishing, ont été vendues. Elles ont été rachetées par le propriétaire de Hachette, qui s'appelait depuis 1975 le groupe Hachette, qui n'appartenait plus à la famille ni à la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui avait été racheté en 1980 par Jean-Luc Lagardère. Lagardère, c'était à la fois les usines Matra dans l'automobile, c'était la station de radio Europe numéro 1, devenue aujourd'hui Europe 1, et c'était ensuite toute une série de médias et d'autres entreprises. Propriétaire de cette énorme entité depuis 1980, Jean-Luc Lagardère rachète aux enchères, à l'automne 2002, Vivendi Universal Publishing, qui est à vendre. Et il l'achète pour un prix très important. Mais, à ce moment-là, l'ensemble du monde du livre en France s'est ému. On a vu même Antoine Gallimard et d'autres grands éditeurs, grands au sens quantitatif, ce n'est pas un jugement de valeur, d'autres gros éditeurs, mais gros est un terme un peu péjoratif, donc on utilisera plutôt grand dans ce sens-là, se sont émus, ont saisi à la fois le gouvernement, mais le gouvernement français de l'époque ne voulait rien faire, et la Commission européenne. Et c'est elle qui, pour la première fois dans son histoire, va s'intéresser au monde du livre. Jusque-là, elle s'intéressait au pétrole, à la sidérurgie, aux banques, mais jamais au monde du livre. Et elle va demander du temps pour étudier attentivement ce qu'est, au fond, ce continent inconnu pour elle. Elle stoppe immédiatement l'achat de Jean-Luc Lagardère, ou plutôt, elle lui dit, bien sûr, vous êtes légalement propriétaire puisque vous avez payé l'entreprise VUP, mais vous devez la faire gérer de manière totalement étanche par rapport à Hachette. Vous n'avez pas le droit
de faire des passerelles, des ponts entre les deux. Alors, le feuilleton va durer presque 2 ans. Entre-temps, Jean-Luc Lagardère est mort. Son fils unique, Arnaud, lui a succédé en 2003. Et on a donné à VUP un nouveau nom, Editis. À l'automne 2004, fin du feuilleton, la Commission européenne autorise Hachette à garder 40% de Vivendi Universal Publishing et à vendre les 60% restants sous le nom d'Editis. Dans un premier temps, c'est le fonds d'investissement du baron Sellière, patron des patrons, le patron du MEDEF, CNPF avant, MEDEF ensuite, qui va racheter Editis. Il va le garder 4 ans, de 2004 à 2008, avant de revendre à un groupe international espagnol, Grupo Planeta. Grupo Planeta demeurera propriétaire d'Editis pendant 11 ans, et en janvier 2019, le nouveau patron de Vivendi, à savoir Vincent Bolloré, rachètera l'ensemble Editis. On est là en 2019. Je reviens en 2000. Si on met à part les 2 groupes principaux, vous aviez 4 groupes moyens. Dans l'ordre d'apparition historique, vous aviez Flammarion, qui est né en 1875, Albin Michel, né en 1909, Gallimard en 1919 et Le Seuil en 1935. Mais depuis, en 20 ans, ces groupes eux-mêmes ont été en partie rachetés. Flammarion a été racheté d'abord en 1998 par un Italien, Rizzoli Corriere della Sera, et ensuite par Gallimard. Aujourd'hui, Flammarion, c'est Gallimard à l'intérieur de la structure appelée Madrigal, l'anagramme de Gallimard. Le Seuil a été racheté par Média Participation. Vous voyez donc comment, entre 2000 et 2020, la concentration en France a véritablement explosé au point que la France, du point de vue de l'édition, est beaucoup plus concentrée que les États-Unis, que la Grande-Bretagne, que l'Allemagne et que la plupart des pays d'Europe. Alors je reviens aux chiffres par lesquels j'ai commencé. Situation actuelle, le numéro 1, 2 milliards 800 millions, dont 70% à l'étranger. Le numéro 2, autour de 800 millions Editis. Numéro 3, Média Participation, 700 millions. Numéro 4, Madrigal, 600 millions. Les 8 premiers, et c'est ce qui vous intéresse le plus, les 8 premiers, ils se partagent 87% du marché du livre en France. Mais combien y a-t-il d'éditeurs au moment où je parle? D'après les chiffres, d'un point de vue juridique, il y a 4500 éditeurs. 4500 éditeurs qui publient au moins 2 livres par an. Vous pouvez même en ajouter 4000 qui ne publient qu'un livre, donc on va les oublier. Autrement dit, les 4500 éditeurs, où on peut même diminuer les 2500 qui sont représentés dans la fédération ou qui sont reconnus par la Fédération des éditeurs indépendants. Les 2500 éditeurs, ils ont à se partager 13% du marché de l'édition, c'est-à-dire moins de 500 millions, alors que les autres se partagent plusieurs milliards. Voilà le panorama général de l'édition telle qu'elle est aujourd'hui. Super. Merci beaucoup. Avant qu'on écoute, j'avais peut-être une dernière question, mais rapidement à adresser à Monsieur Mollier. Est-ce que du coup, là, on constate de la manière dont est géré Hachette une rupture un peu avec ces 200 ans d'histoire, ou est-ce que en fait ce processus de concentration est présent depuis le début? Alors, il faut bien distinguer. Comme vous l'avez vu, Hachette est concentré depuis longtemps, mais aussi longtemps que Hachette, le groupe Hachette était dirigé par Jean-Luc Lagardère, donc jusqu'en 2003, et ce groupe était géré de manière industrielle. Lagardère, en quelque sorte, rachetait le maximum de maisons d'édition, mais il les empilait, il les ajoutait. Son but n'était pas de les revendre par appartement. On avait une gestion qui correspondait globalement à une gestion industrielle de n'importe quelle entreprise. Tout a changé à partir, un peu avant la mort de Jean-Luc Lagardère, mais je n'entrerai pas dans les détails, au moment où il s'est lancé dans l'aventure de la 5, il a perdu beaucoup d'argent. Et là, on a assisté
à un début de financiarisation de l'édition. Je m'explique. Gérer de manière commerciale ou industrielle, ça veut dire essayer de dégager un bénéfice minimal pour pouvoir réinvestir et payer les salaires, continuer à vivre. Ça, c'est une gestion classique qu'on peut appeler commerciale ou industrielle. En revanche, une gestion financière, l'objectif n'est pas du tout celui-là. L'objectif, c'est de rémunérer les actionnaires, de leur verser chaque année un dividende, dans une époque où il n'y a quasiment pas d'inflation, un dividende supérieur à 10%. Pour gérer une maison d'édition de manière financière, le but n'est donc plus de chercher à éditer les meilleurs romanciers, les meilleurs auteurs de théâtre, les meilleurs essayistes, les meilleurs auteurs de jeunesse. Non, le but c'est d'avoir des auteurs qui sont bancables, comme on dit, qui rapportent le plus possible. Vous voyez bien qu'un album d'Astérix, qui n'est même plus dessiné par Uderzo et Goscinny, puisqu'ils sont morts, eh bien, on en vend 2 millions d'exemplaires en France, en français, 6 millions avec les traductions. Le but, c'est de dégager le maximum de cash, pour parler un peu vulgairement. Merci beaucoup pour cette analyse historique. Maintenant, du coup, je vous propose qu'on vous écoute, vous, Florent et Pascal, sur les effets de cette concentration de manière très pratique et située sur votre travail du quotidien. Dans ton texte, Florent, tu parles de la foire du livre de Francfort et de comment elle a évolué depuis la Seconde Guerre mondiale. Tu parles au début d'un espace d'échange entre éditeurs qui est devenu maintenant un lieu dominé par les grandes structures. Est-ce que tu peux déjà peut-être un peu expliquer ce qu'est que la foire de Francfort, parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est, et nous expliquer qu'est-ce que ce changement reflète pour toi? Donc, on m'entend là, c'est bon, ouais. Très bien. Donc, merci Jean-Yves déjà pour ce gros panorama qui était très intéressant. Justement, voilà, moi, c'est plus le côté vécu, le côté expérience d'éditeur. J'ai commencé il y a 43 ans en éditeur indépendant. Et donc, je suis allé à la première foire de Francfort, je crois, en 84. Et en 43 ans, j'y suis allé souvent. Je suis peut-être allé une quarantaine de fois, et donc j'ai pu voir effectivement évoluer l'édition internationale. Et j'ai pu voir aussi évoluer la concentration effectivement de l'édition sur ces 43 ans, ce que Jean-Yves a très bien résumé, mais c'est vrai que j'ai vu au départ le duopole, et puis petit à petit la concentration, et nous les éditeurs indépendants, petit à petit disparaître, soit parce que certains se sont vendus, et c'est vrai que j'ai vu, moi, des éditeurs comme le Cherche Midi, comme les Arènes, comme plein d'autres, à un moment donné, se vendre sur la base de leur chiffre d'affaires à ces grands groupes. Parce que ces grands groupes qui essayaient de valoriser effectivement leur structure, vraiment sur un plan capitalistique, absorbaient des maisons pour faire grossir leur chiffre d'affaires. Et donc, c'était très compliqué pour les éditeurs indépendants de résister aux sommes astronomiques des propositions de ces groupes, qui proposaient entre 1 et 2 ou 3 fois le chiffre d'affaires de la maison d'édition. Quand bien même la maison d'édition, et c'est là où le capitalisme est assez complexe à comprendre, quand bien même la maison d'édition ne dégageait pas de bénéfices, elle pouvait être intéressante en rachat pour ces groupes, parce que le chiffre d'affaires était plus important que la marge finalement qu'ils produisaient sur certaines maisons. Et puis après, bien sûr, des maisons qui avaient des auteurs bankable, comme vous le disiez. Et donc, sur ces 43 ans, moi, j'ai vraiment vu ça. Et j'ai vu, alors, moi, j'ai fait faillite 2 fois, donc j'ai pâti un peu de toutes ces difficultés qu'on peut avoir quand on est un éditeur indépendant, et particulièrement un éditeur indépendant qui n'est ni rentier, ni fils de famille fortunée. Parce qu'il faut savoir, par exemple, pour Actes Sud, c'est une maison d'édition qui a pu résister parce qu'il y a eu du patrimoine, parce qu'ils ont pu vendre effectivement un certain nombre de patrimoine pour survivre. Et pour les éditeurs indépendants comme nous, et certainement beaucoup qui sont au salon des éditions énervées, c'est très compliqué en fait. C'est très compliqué sur la longueur d'arriver à nous financer. Parce que il faut faire effectivement des best-sellers de temps en temps qui permettent effectivement d'amener un peu de trésorerie, mais quand on n'en trouve pas, c'est beaucoup plus compliqué.
Et alors c'est là où interviennent en général soit la fortune personnelle, soit une fortune périphérique, mais qui va permettre d'injecter de l'argent pour faire la soudure sur vos problèmes de trésorerie. Parce qu'il faut savoir aussi que l'édition nécessite beaucoup de trésorerie. Pourquoi ? Parce que on fait des avances aux auteurs quand on peut, on paye l'impression, on paye la fabrication des livres, et finalement le produit des ventes des livres va arriver plutôt 90, 100 jours après la mise en vente du livre. Donc ça veut dire que pendant 6 mois, en gros, vous avez avancé de l'argent et vous n'allez le récupérer, si tant est que vous en récupérez, parce que parfois les ventes ne font que vous n'allez même pas récupérer suffisamment. Mais donc ça nécessite de la trésorerie. Et comme ça nécessite de la trésorerie, eh bien effectivement, on doit s'appuyer sur des investisseurs. Et ces investisseurs, donc ça a été les grands groupes, ça a été les banques à un moment donné, ça a été aussi le Centre national du livre qui a aidé, qui a accompagné pas mal de maisons d'édition pendant un certain temps. Mais ce que j'aime bien rappeler, c'est que pour ma part, sur 43 ans, j'ai dû avoir 35 000 euros de subvention sur 43 ans, ce qui représente moins de 1 000 euros par an. Voilà. Donc on peut considérer que je n'ai pas été beaucoup aidé par les institutions et je n'ai pas non plus été beaucoup aidé par les banques qui aujourd'hui, le secteur de l'édition, c'est Ivoire rouge et les cotations des maisons d'édition font extrêmement peur aux banques. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement sur 43 ans ça a beaucoup évolué, qu'on est en train de disparaître nous, et c'est pour ça que l'événement aujourd'hui est hyper important, qu'on se soutienne et qu'il y ait des événements comme celui de Desbordes-Bolloré avec 128 maisons d'édition, coéditeurs et coéditrices. C'est très important de montrer que voilà, on peut, parce que c'est un secteur en plus assez concurrentiel où les éditeurs et éditrices souvent ont du mal à collaborer tous ensemble parce que bon voilà, chacun essaie de défendre un peu son espace. Et là, ce qu'a réussi Desbordes-Bolloré, je trouve que c'est une très belle performance de montrer que ces éditeurs ont intérêt à se soutenir, à s'entraider. Et pour revenir à Francfort, donc la question que tu me posais, donc effectivement en 43 ans, ce qu'on a vu, c'est un peu la disparition des éditeurs et le remplacement par des agents. Et c'était André Chiffrine qui avait fait un bouquin qui s'appelait L'édition sans éditeur, qu'on aime bien citer et rappeler, qui est assez prophétique, puisque c'est un livre qui date, hein, je crois qu'il est des années 80, 99, bon, la fin des années 90, et donc il dit en fait, je pense qu'on va remplacer les éditeurs petit à petit, alors dans les grands groupes, hein, par des gens qui sont soit des gestionnaires, soit des gens effectivement plus agents ou accompagnants de ces auteurs au niveau du marketing, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces groupes aussi, comment ils procèdent, c'est qu'ils essayent. Nous, les petites maisons, en fait, on ouvre des espaces pour des nouveaux auteurs. On donne souvent voilà, la chance à un premier roman, à un premier essai. Et donc, c'est un peu notre job à nous, d'ouvrir des brèches, d'ouvrir des espaces d'expression. Et puis les groupes, ils sont là, et puis ils essayent de repérer un peu les trucs qui marchent. Puis à un moment donné, ils essayent de débaucher quelques auteurs que nous, on a pu accompagner. Et ensuite, ils vont les accompagner pour les développer et en faire des auteurs un peu plus bankable que peut-être nous, ce qu'on a fait. Mais en tout cas, c'est vrai que la vocation des grands groupes, et c'est pour ça qu'ils ont moins besoin d'éditeurs, parce que nous, enfin, notre job, c'est quand même de sentir à un moment donné s'il y a un auteur derrière ou une autrice, s'il y a un texte, s'il y a une plume, s'il y a une capacité à faire plusieurs livres. Et à partir du moment où on va leur donner cette première chance, c'est pour qu'ils puissent continuer tout le long de leur vie. Et donc, ça, c'est un peu notre job à nous. Le job des gros groupes aujourd'hui, c'est surtout de détecter avec les chiffres de vente. Alors, un auteur qui a vendu plus de 10 000 exemplaires aujourd'hui, vous pouvez être sûr que tous les groupes qu'a cité Jean-Yves vont lui envoyer des messages, un SMS, un mail, etc. pour dire on aimerait beaucoup faire un bouquin avec vous, voilà, on a des sujets, on a des thématiques, etc. Donc ça, c'est la vocation aujourd'hui dans ces grands groupes, effectivement. Et sinon, ils s'appuient sur des agents qui sont un peu les têtes chercheuses aussi pour aller chercher, détecter effectivement ces auteurs. Mais le métier d'éditeur qui est tel que nous on le fait et tel qu'il se faisait même dans les groupes, parce que moi j'ai bien connu des éditeurs comme Jean-Claude Fasquelle ou
Robert Laffont, qui était à la tête de grandes maisons, mais c'était des vrais éditeurs qui publiaient vraiment les textes, qui les accompagnaient, qui savaient effectivement faire ce travail d'éditeur. Et aujourd'hui, on le voit moins. Et moi, ce que je vois dans les grands groupes, c'est que, enfin, c'est des gens que je connais pour la plupart, parce que je les ai vus aussi démarrer sur ces 40 dernières années. Mais c'est des gens qui... On remplace, par exemple, au Seuil, il y a une fille qui vient d'HEC, qui dirige le Seuil aujourd'hui. On remplace des gens qui viennent d'écoles de commerce, voilà, par rapport aux études littéraires. Et donc, effectivement, à Francfort, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu mondial aussi. C'est-à-dire que, alors, cette tradition qui avait quand même pas mal été développée dans le monde le monde anglo-saxon, lui, développait ce métier d'agent plus que nous. Et nous, dans la tradition française, on avait réussi à garder effectivement ces éditeurs qui eux-mêmes étaient vraiment l'intermédiaire entre le lecteur et l'auteur. Et puis maintenant se placent effectivement ces agents, alors qui en plus font monter les enchères pour que les auteurs touchent plus d'avaloir, et qui fait que les éditeurs indépendants et éditrices ont de plus en plus de mal à garder aussi ces auteurs et autrices, parce que c'est très compliqué. Non pas que nous, on ne peut pas donner, bien sûr, le produit des ventes finalement d'un bouquin est autour de 10%, et je pense que c'est le pourcentage qu'on donne à peu près tous. Si on est des éditeurs et éditrices honnêtes, on est à peu près dans ces pourcentages-là, et le modèle économique ne change pas. Mais par contre, c'est vrai que sur des avaloirs ou sur des avances, un grand groupe va pouvoir effectivement mettre 100, 200, 300 000 euros d'avance, et même parfois même le faire à perte, parce que il va surenchérir, et ça sera très important pour le groupe Hachette de dire qu'il a tel ou tel auteur. Donc effectivement, c'est la difficulté qu'on a aussi, nous, petites maisons aujourd'hui, à continuer. On fond un peu comme la neige. Et après, ce que je voulais dire aussi, c'est que la concentration a fait qu'on est en train de perdre de l'espace de vente, parce que c'est très important pour un livre pour qu'il soit bien vendu, qu'il soit bien diffusé, et qu'il soit donc la première manière, c'est que le livre soit visible dans les points de vente, qu'il soit accessible. Et bon, on a tous des bons distributeurs, mais le problème, c'est que, par exemple, les relais, qui sont donc aujourd'hui la propriété de Bolloré, nous, on n'a plus accès. Les éditions Massot n'ont plus accès aux relais. Nos livres ne sont plus diffusés dans les gares et dans les aéroports, parce qu'il y a une sélection qui est faite, une sélection politique. De la même manière, on est en train de perdre du terrain à la FNAC. On est en train de perdre du terrain sur Amazon. Alors, bien sûr, on peut se satisfaire que Amazon perde du terrain dans le pourcentage des ventes, mais le problème, c'est qu'il n'est pas forcément remplacé. Et du coup, on a des mises en place qui sont divisées par 2 ou par 3 par rapport à ce que j'ai connu il y a 20 ou 30 ans. Et du coup, nos bouquins, je pense que tous et toutes, si vous rentrez dans une FNAC, vous allez vite voir qu'on trouve Bardella, De Villiers, Zemmour, et qui sont très très bien placés dans tous ces espaces de vente, et que nous, finalement, c'est beaucoup plus compliqué. Alors heureusement, il y a encore 1 millier de libraires indépendants, et c'est vrai que ça se porte plutôt bien en France grâce au prix unique du livre, qui a permis à ce que tout le monde vende au même prix, et du coup que la librairie puisse résister par rapport aux gros groupes. Mais c'est souvent le problème, c'est que de plus en plus, nos livres sont finalement toujours dans 200, 300 librairies qu'on va retrouver, qui vont être les librairies un peu amies. Mais le but aussi de l'édition et des livres, moi c'est aussi ça qui me plaît, c'est de lancer des livres, un peu comme une bouteille à la mer, et qu'à un moment donné, ça atterrisse entre les mains de gens qui ne sont pas convaincus. Et le problème, c'est que cette personne qui pouvait peut-être acheter un livre dans une gare ou un aéroport, aujourd'hui, on est en train de la perdre. On a un public, effectivement, mais c'est un public qui doit faire la démarche d'aller dans certaines librairies. Et le danger de ça, c'est qu'on se retrouve un peu entre nous, c'est-à-dire dans des safe places de librairies qui vendent effectivement nos lignes éditoriales respectives, mais qu'on se coupe petit à petit, voilà, de cette chance du livre qui peut toucher par hasard parce que quelqu'un le prend en main et tout à coup le lit. Et c'est vrai que dans ma carrière d'éditeur, j'ai rencontré souvent des gens qui ont dit bah voilà, tel livre a changé ma vision des choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on risque de perdre. Et c'est un peu une des choses qui m'inquiète le plus, bien sûr.
Après, peut-être pour finir, je voulais aussi parler de la situation donc, de la librairie, puisqu'on a aussi l'a vécu à Paris, notamment avec des problématiques de subventions avec Violette & Co, des volontés de supprimer les subventions à certaines librairies parisiennes. Le Conseil de Paris avait voté contre une subvention de 500 000 € qui permettait à une dizaine de librairies de pouvoir soit faire des aménagements, notamment pour des accès handicapés, etc. Mais parce que c'était des maisons qui politiquement ne leur plaisaient pas, ils avaient refusé ces subventions. Donc aujourd'hui, on est dans des tensions comme ça, avec le Centre national du livre, avec les mairies, avec les institutions, qui fait que ça rend encore plus compliqué voilà, ce travail d'éditeurs indépendants, de libraires indépendants. Et il faut absolument qu'on trouve de nouveaux modèles. Et une des réflexions, bon, c'est de s'inspirer de la presse, qui est toujours un petit peu en avance par rapport à nous, avec notamment des abonnements, par exemple, des choses qui feraient qu'on arriverait à fidéliser au moins une base de public. Et puis, bien sûr, organiser nous-mêmes les ventes par correspondance, le plus possible, qu'on fasse de la vente directe aussi, qu'on arrive à faire entre notre public et nous, pour pouvoir justement pallier aux problèmes, par exemple, d'Amazon. Pourquoi Amazon baisse? C'est parce que déjà, il y a un bras de fer sur les frais de port qui fait qu'eux, ils n'ont pas envie de prendre sur eux la partie frais de port. Et donc, en fait, le bras de fer fait qu'ils sont en train de se désengager petit à petit du livre. Et donc, alors tant mieux si on arrive à trouver des alternatives. Mais c'est ça qu'il va falloir imaginer, des regroupements, des associations, parce que demain, c'est vrai qu'on voit chaque jour un peu le truc se resserrer, hein, l'étau se resserrer. C'est libraires aussi qui sont attaqués. Et je voulais aussi parler de Richie Thibault, qui est un auteur de la maison, qui est en garde à vue depuis hier. Richie Thibault est venu signer des livres ici. Et puis après, il est parti à une manifestation des coloniales sur Paris. Il est allé ensuite dans un bar. Et là, il y a 11 policiers qui l'ont arrêté. Donc actuellement, je ne pense pas qu'il soit sorti. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'on vit des choses quand même totalement incroyables. Enfin, entre des auteurs en garde à vue, des librairies qui sont attaquées et qui sont donc de plus en plus en première ligne d'ailleurs. C'est pour ça que je veux saluer aussi le travail des libraires, parce que ce sont eux les premières lignes qui aujourd'hui sont attaqués, et parfois même physiquement. Donc voilà, les choses commencent à monter, et il faut qu'on s'organise. Notre rôle est vraiment très important, je pense, dans ce contexte. Super, merci. C'est une super transition, parce que du coup, j'ai l'impression que Pascal Obolo, toi, depuis quelques années, tu t'organises et tu essayes justement de regagner du terrain à plein d'endroits avec, j'en ai en tête que 2, mais peut-être que t'en diras plus, la revue Africada et l'organisation de foires. Et alors juste à ce propos, très rapidement, tu parlais des librairies, mais je pense qu'il faut aussi souligner le travail des gens qui organisent des foires, bien souvent bénévolement, parce que les foires sont aussi des espaces où les éditeurs et les éditrices rencontrent leur lectorat, mais se rencontrent aussi entre elles et eux. Et du coup, c'est quand même important de souligner que ce sont des véritables espaces à la fois de rencontres et de circulation. Donc toi, Pascal, dans Déborder Bolloré, tu as contribué sous la forme d'un entretien. C'est un entretien dans lequel tu décris l'invisibilisation des voix diasporiques, des voix issues de personnes racisées, d'origine africaine ou issues de minorités autres dans le paysage éditorial français. Alors tu dis, en fréquentant les foires d'édition d'art, j'ai constaté l'absence quasi totale d'éditeuristes africaines ou issus de la diaspora. Alors peut-être avant que tu nous parles un peu donc, de ce que tu as mis en place pour pallier à ce constat alarmant, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur cette invisibilisation, par quoi elle se traduit de manière concrète, et quelles sont les barrières pour ces personnes pour entrer dans l'édition, qu'elles soient à la fois autrices ou éditrices? Merci déjà pour cette invitation.
C'est vrai que nous, la petite maison d'édition Africada, on est une maison assez jeune, on n'a pas toute cette grande expérience de 40 ans, où on remonte même jusqu'au 19e siècle. Nous, on a 10 ans d'expérience et en plus, on est une niche de niche. On est dans l'édition en art et en plus, on s'adresse en fait à une communauté d'auteurs, d'autrices, d'artistes, curateurs issus des minorités. Et en fait, moi, j'ai grandi avec Revue Noire. Revue Noire, qui était une revue en fait, qui avait été créée dans les années 80 par Simon Djamil, qui est un très grand curateur, un des premiers curateurs noirs à avoir organisé une exposition qui s'appelait Africa Remix au Centre Pompidou. Donc, et du coup, au travers de cette revue, c'est là où j'ai découvert les premiers artistes d'art contemporain africain et diasporique. Et j'ai remarqué qu'il y avait une évolution aussi dans les pratiques artistiques et dans les écoles d'art, où il y avait de plus en plus en fait, d'étudiants racisés, de plus en plus d'artistes racisés, mais c'était difficile en fait, de trouver des articles, des essais sur ces artistes-là. Et en faisant un travail, je crois que c'était de recherche, où je devais en fait faire une exposition. Donc je m'amusais en fait à chercher des textes d'essais critiques qui avaient été écrits sur certains artistes qui moi m'intéressaient d'exposer. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait très peu de choses. Beaucoup de choses du côté anglophone, énormément. Mais par contre, du côté francophone, en France, pas grand-chose. Et donc du coup, je suis allée voir Simon Djamil. Je lui ai dit voilà, Revue Noire s'était arrêtée et puis il n'y avait plus grand-chose qui se passait en termes d'écriture, de textes d'essais sur ces artistes-là, en disant voilà, j'aimerais bien monter une revue, une maison d'édition, j'aimerais bien la monter avec toi parce que j'ai pas trop d'expérience, malgré déjà que j'avais déjà une expérience dans l'édition, parce que j'avais travaillé un petit peu 10 ans avant dans la mode. Et avec un ami à moi, Andy Akorofort, on avait monté une des premières revues qui s'appelait Clam. Et Clam, en fait, était une revue qui défendait des designers africains et diasporiques. Et puis aussi, on organisait des défilés de mode, des choses comme ça. Et on avait remarqué que, par exemple, quand on essayait de vendre une série, il y avait des mannequins noirs à l'époque, les magazines ne voulaient pas. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on a créé, en fait, notre propre... cette revue-là, qu'on a fait pendant... en tout cas, j'ai travaillé pendant 10 ans et après, je suis partie pour monter la revue Africada. Mais au départ... Comme on n'avait pas d'argent du tout et que c'était compliqué, on a démarré par une revue numérique pour après revenir à l'édition papier. Donc, ce qui est un peu bizarre parce que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Mais pour nous, c'était important. En tout cas, l'objet papier était vraiment important parce que c'est aussi un objet conceptuel et c'était aussi devenu un espace de résistance. Et moi, je pense qu'en fait, pour moi, aujourd'hui... l'espace publication est un espace politique aujourd'hui. Et c'est pour ça, en fait, que tous ces enjeux-là, toutes ces concentrations qu'on voit, pour moi, ont une finalité idéologique liée, en fait, à des idées, en fait, politiques. C'est comment disséminer, en fait, cette pensée-là. Et on voit effectivement, quand on nous dit les meilleures ventes en ce moment des auteurs, autrices, sont beaucoup d'auteurs, autrices de pensée issus de la droite. Et quelque part, nous qui venons, nous, des questions décoloniales, parce que la revue est dirigée par un collectif de chercheurs et d'activistes noirs et décoloniales. Et en fait, nous, on n'a jamais reçu de subvention. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui arrive maintenant aux éditeurs indépendants, pour les personnes, les peu de gens qui sont issus des minorités qui sont dans l'édition, pour nous, ça a toujours été compliqué d'avoir accès
en fait, à des subventions. Par exemple, nous, ça fait 5 ans qu'on est en guerre avec le CNAP. Le CNAP, qui a une aide à l'édition pour les éditeurs en art, et ben en fait, à chaque fois, on a postulé, et à chaque fois, on a refusé. À chaque fois, on a demandé pourquoi. À chaque fois, on a écrit des lettres, et on a demandé à ce qu'il y ait en fait plus de diversité déjà au niveau des membres du jury. Parce que quelque part, c'est compliqué quand on envoie en fait des textes sur les questions décoloniales et que les membres du jury en fait sont tous de la même classe sociale, sont tous en fait des personnes qui connaissent rien aux questions décoloniales. Comment être jugés par des gens qui sont censés nous donner des subventions et qui ne maîtrisent pas les sujets sur lesquels en fait nous questionnons. Et donc quelque part, c'est toutes ces problématiques-là qui m'ont fait penser en disant qu'il fallait créer en fait des espaces qu'on pouvait contrôler nous-mêmes et qu'on pouvait en fait aussi vendre nos propres publications. C'est-à-dire essayer au moins du mieux qu'on peut de maîtriser une partie de la chaîne, puisque quelque part c'était compliqué pour nous de pouvoir en fait exister dans ce monde de l'édition. Même dans le monde de l'édition indépendant, c'est compliqué, ça reste quand même compliqué pour des gens comme nous. Et en allant dans des foires d'édition en art, Off-Print, Printed Matter, I Never Read, etc., qui sont un peu partout en Europe ou aux États-Unis, j'avais remarqué qu'il y avait 0 éditeur diasporique ou du continent africain. Et du coup, j'ai décidé en fait de mettre en place, parce que ça faisait 10 ans qu'on allait à la Biennale de Dakar, qu'on écrivait en fait sur la Biennale, et d'organiser un symposium. Et suite à ce symposium-là, on avait eu un peu de subvention des universités américaines pour pouvoir organiser ce symposium. On avait invité quelques éditeurs qui étaient sur le continent africain et qui étaient focalisés sur l'édition en art. Et suite à ce symposium, nous en tout cas, toujours on était une des plus jeunes maisons d'édition par rapport à nos collègues, on a mis en place l'African Art Book Fair, qui est une foire d'édition en art qu'on organise tous les 2 ans pendant la Biennale de Dakar, et qui est une anti-foire en fait, je dirais. Plutôt un projet artistique, parce qu'effectivement il y a un espace pour les éditeurs pour vendre leurs livres. On a un espace d'exposition où on expose en fait le livre d'artiste, mais aussi comment exposer la pensée sous toutes ses formes. On a un espace de conversation et de performance. Et on organise aussi, on invite 2 artistes à chaque fois à travailler dans les écoles pour faire des workshops, pour apprendre à des gamins à faire des livres d'artistes à partir des objets de récupération. Et en fait, cet espace-là, pour nous, c'est un espace qui permet quelque part d'essayer de trouver des manières alternatives d'être distribué. Il y a la question de la langue aussi qui s'oppose. Dans un continent comme le continent africain, où il y a la partie francophone, anglophone, mais arabophone, etc. Comment on fait pour faire circuler en fait toutes ces publications qui sont éditées sur le continent, et parce que ça reste très très problématique, la question de la circulation des publications. Et on a trouvé en fait des formes alternatives, mais vraiment du bricolage, je dirais, mais qui quelque part nous permet quand même de pouvoir exister, par exemple en Afrique du Sud, de se dire, quand on vient à l'African Art Book Fair et que à la fin de la foire, les invendus, ce qui reste, et moi je vais aller voir mon collègue sud-africain et je vais regarder les livres qui moi m'intéressent. Je vais aller voir mon collègue sénégalais, marocain, etc. Et je vais en fait prendre ces bouquins pour pouvoir en fait les représenter dans les différentes foires que moi je vais faire. Et eux, ils vont faire de même, prendre mes publications, ce qui les intéresse, et les distribuer dans des espaces alternatifs dans leur pays. Et donc, on a trouvé on essaie d'inventer des formes comme ça pour pouvoir en fait déjà juste exister, tu vois, même avant de parler de profit même.
Pour nous, la bataille, elle se trouve dans la bataille des récits. C'est-à-dire qui écrit quoi sur qui raconte quoi sur qui. Tu vois, nous, on en est vraiment à ce stade-là, dans le sens où l'idée, c'est important pour nous en tout cas d'accompagner, de soutenir des auteurs, autrices issus des minorités qui ont des difficultés quand ils vont frapper dans des portes de maisons d'édition à se faire en fait éditer aujourd'hui. Et du coup, suite à ça, moi j'ai été invitée en fait il y a je crois un an avant le Covid par Miss Reed. Miss Reed en fait qui est une des plus grandes foires d'édition en art en Europe qui se passe à Berlin au musée AKV. Et ils avaient reçu un fonds du ministère des Affaires étrangères allemand de faire un focus sur l'Afrique. Et donc pour eux, ils connaissaient pas du tout le marché de l'édition sur le continent africain. Et j'ai reçu un mail comme ça en me disant voilà, on aimerait bien vous contacter pour curater un espace avec des éditeurs africains. Et voici la somme qu'on a. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et ça arrivait aussi à un moment où nous, on devait organiser notre foire et ça avait été annulé parce qu'il y avait le Covid. On avait 0 subvention, on n'avait rien, donc la foire était annulée. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas accepter parce que ça peut être un moyen en fait de hacker en fait au départ la foire Miss Reed, de trouver un espace dans cet espace, d'inviter des éditeurs africains qui participent à l'African Art Book Fair. Et donc quand ils me contactent, ils me disent oui, on est une des plus grandes foires d'édition en art en Europe. En même temps, je vais sur leur site, je regarde tous les éditeurs des pays d'où ils viennent. Et je constate qu'effectivement, il y avait 0 éditeur africain. Donc je leur réponds en disant mais comment vous pouvez prétendre être une des plus grandes foires alors il vous manque tout un pan de pensée, de voix issues du continent africain et diasporique. Et du coup, je leur propose un projet et finalement, leur foire est annulée à cause du Covid et je leur propose de faire un livre qui s'appelle Decolonizing Art Book Fair. Et du coup, de dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire décoloniser une foire d'édition en art et comment on va la mettre en pratique dans votre foire. Du coup, on travaille pendant 2 ans sur ce livre. On le publie, on organise des Zooms en invitant différents directeurs de différentes foires d'édition dans le monde pour en fait essayer de sensibiliser à cette question de comment se repenser pour devenir une foire plus inclusive et en invitant des voix issues des minorités queer, racisées, plus féministes, etc. Et en tout cas, le bouquin, il arrive à avoir un énorme succès. La version anglophone, c'est plus possible de la trouver. Mais par contre, anglophone, il y a encore on peut encore trouver des publications. Donc, en tout cas, on continue à les vendre et à les distribuer. Et en fait, ce que moi, je trouve aujourd'hui, pour moi, intéressant, c'est que par rapport à cette question dont tu parlais, le fait de ne plus pouvoir être dans des espaces comme les relais, etc., pour qu'on puisse avoir plus facilement accès à des publications issues des éditeurs indépendants, pour moi, l'espace des foires d'édition, comme par exemple aujourd'hui, pour moi, sont les espaces de résistance qui restent en fait pour nous, pour pouvoir en fait continuer à vendre nos publications et surtout rencontrer le public en fait directement, tu vois, pour les sensibiliser aussi à cette question de la difficulté d'aujourd'hui d'être un éditeur indépendant. Qu'est-ce que ça comprend, les sacrifices aussi que ça demande. Et moi, je préfère en tout cas cette forme-là parce que je suis directement au contact avec le public. Je suis aussi directement au contact
Moi, je vois par exemple pour Miss Read, il y a des bibliothécaires issus des écoles d'art, des universités qui viennent acheter aussi les publications. Donc, il y a un public de professionnels aussi auquel on rentre en contact. On crée une espèce de networking. On crée une autre façon de distribuer aussi nos publications. Et pour moi, cette richesse-là, elle est vraiment importante d'être direct en contact avec le public, tu vois, qui en tout cas qui nous lit ou qui ne nous connaissent pas et qui du coup nous découvrent et avec lequel on peut réellement échanger de vive voix parce qu'on a réellement besoin de ça, même si on fait une forme de pub au travers les réseaux sociaux. Mais pour moi, l'objet livre, on a besoin d'être au contact. L'auteur a besoin d'être au contact et l'éditeur aussi pour sentir en fait les urgences du moment, les attentes du public. On a vraiment, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je me nourris par rapport en fait à cette rencontre-là. Et c'est pour ça que pour moi, moi ma bataille en fait, elle se trouve plus dans le sens où d'essayer de soutenir, d'organiser des foires d'édition et puis aussi dans ces foires d'édition d'emmener plus d'inclusivité et de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, pour comprendre la complexité du monde dans lequel on vit aujourd'hui, si on n'a pas ces voix issues du Global South, on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui par rapport aux transformations, par rapport aux enjeux géopolitiques qui s'opèrent en fait aujourd'hui. Merci. Peut-être avant qu'on donne la parole au public, est-ce que j'aimerais qu'on revienne un peu sur ces réseaux de solidarité entre éditeurs et éditrices dont tu parles. Est-ce que tu penses que les enjeux pour les éditeurs et éditrices que nous sommes ici, c'est de renforcer ces liens de solidarité avec d'autres éditeurs, éditrices dans une sorte de perspective un peu élargie de la francophonie et pas de rester que sur le territoire français? Est-ce que tu penses qu'il faut créer davantage de ponts, de liens, de connexions, de collaboration? En tout cas, moi je pense que si on ne veut pas mourir, hein, en fait, parce qu'on est tous, en tout cas, nous on est à l'agonie, hein, on est vraiment, c'est même pas la survie, c'est l'agonie. Donc je pense que si on veut survivre, je pense même pas de bien vivre, si on veut survivre en fait, on est obligé de passer, tu vois, par là, on est obligé de créer tu vois, des formes de solidarité ou même revenir à des formes de syndicats, tu vois, pour pouvoir en fait lutter contre cette forme de concentration. Je ne vois pas comment on pourrait arriver à survivre face aux attaques qui sont même violentes, quand on voit même la loi qu'il y a eu par rapport au livre par rapport à la Poste qui s'est arrêtée en juillet dernier. Oui, peut-être rappeler ce que c'est le tarif livret brochure. Voilà. Oui, et du coup, nous qui vendions pas mal nos publications à l'étranger parce qu'ils sont bilingues, oui, maintenant on doit acheter, du moins vendre le coût en fait plein pot. Et du coup, ça a ralenti aussi, par exemple, le fait de pouvoir en fait vendre les publications à l'étranger. On a arrêté, par exemple, de vendre aux États-Unis parce que quelque part, l'envoi coûte plus cher que le prix du bouquin. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on va aller à Printed Matter dans la foire. Et puis, du coup, on va vendre directement, que ça soit aux libraires, aux bibliothécaires. Moi, je sais que, par exemple, les publications qu'on fait, c'est beaucoup des universités américaines qui achètent, en fait, les revues d'Africada, parce que, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont, en termes d'essais, de publications, de revues, sur l'art contemporain africain et diasporique, francophone. Anglophone, il y a des tas de choses, mais sur ce qui concerne la sphère francophone, on n'a pas beaucoup de concurrence, mais du coup, on est obligé d'être bilingue pour pouvoir avoir accès au marché anglophone qui s'intéresse en fait au questionnement et à la scène francophone en art contemporain africain et diasporique.
Mais effectivement, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on... Moi, je pense, parce que tu disais, oui, il y a une forme de fébrilité, de concurrence entre les éditeurs indépendants. Je pense qu'on a tellement de profils, tu vois, de maisons d'édition indépendantes tellement différents, on a tellement d'auteurs, d'autrices, des nouvelles formes d'écriture, que, en tout cas, nous, on sait jamais, nous, on n'a jamais eu peur de pouvoir, en fait, rentrer dans des groupes pour pouvoir, en fait, faire des choses ensemble, s'organiser ensemble, parce qu'on sait que collectivement, il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir, et qu'en tout cas, seul, nous, on n'y arrive pas, en tout cas. Cette question de l'organisation, elle est intéressante. Peut-être, est-ce qu'il y a déjà des gens qui veulent intervenir sur les discussions que nous avons eues, ou qui veulent poser des questions, ou je vous relance sur les questions de l'organisation? J'ai pas une question très précise, mais je me demandais ce qu'il en était pour les bibliothèques et les médiathèques. Est-ce que les gens qui travaillent en bibliothèque ont un impact ou ont un... je sais pas, un quelconque pouvoir vis-à-vis de tout ça? Oui, bien sûr, le monde, si vous voulez, des médiathèques et des bibliothèques publiques en France est un acheteur essentiel des livres et des revues pour le marché français. Le problème qui est le sien, c'est d'essayer de trouver une juste mesure entre la demande du public, qui risque d'aller de plus en plus vers les best-sellers, pour parler clair, vers La femme de ménage de Freda McFadden, le grand succès de cette année, plutôt que d'aller vers les livres publiés par Florent Massot ou par Libertalia ou par les autres maisons d'édition indépendantes qui sont là. C'est très compliqué. Alors, certains établissements, certaines médiathèques font plus de travail que d'autres et arrivent bien, au fond, à satisfaire à peu près toutes les clientèles, organisent aussi des débats, organisent des rencontres avec les auteurs les moins connus, les auteurs invisibles, pour essayer de les faire connaître, mais tout ça demande beaucoup d'énergie et ça n'est pas facile. Mais ça devrait être le rôle, au fond, des établissements de lecture publique que de soutenir effectivement la création là où elle se fait. Oui, je pense effectivement qu'il y a un problème de représentativité entre le nombre de titres des éditeurs indépendants représentés, voilà, en bibliothèque. C'est vrai qu'on en vend, mais il y a forcément des titres polémiques où ils ne vont pas oser les prendre. Et donc ça ne va pas effectivement les rendre accessibles dans ces médiathèques et bibliothèques. Et donc voilà, moi je serais pour quelque chose, et de la même manière pour les subventions, que ça soit un peu comme dans la presse, où effectivement il y ait des choses qui soient inconditionnelles, c'est-à-dire non conditionnées par, c'est-à-dire des subventions qui seraient réparties entre les éditeurs sans qu'il y ait effectivement un jury qui à un moment donné décide si on subventionne ou pas telle maison. De la même manière que les acheteurs de bibliothèques, qui sont souvent assez centralisés, vont décider, ou en matière scolaire, vont décider de prendre tel ou tel titre, et donc forcément vont suivre une politique voilà, qui sera peut-être la politique d'un ministère, d'un gouvernement, etc. Et donc d'aller vers quelque chose de moins conditionné, comme pour la presse, où il y a des subventions. C'est-à-dire qu'en fonction du titre de presse, vous pouvez obtenir un certain nombre d'aides non conditionnées par des jurys. Voilà. Et je pense que c'est un peu le problème qu'on a dans plein de ces domaines où on aurait besoin de soutien qui est juste, voilà, je suis éditeur, je publie tant, ben je peux avoir tant d'aides à partir du moment où je publie tant d'auteurs, et que bien sûr ce sont des livres qui ne sont pas à compte d'auteur, et que ce sont des livres qui respectent la chaîne du livre avec le pourcentage de droits d'auteur d'usage. Mais à partir de ce moment-là, il faudrait qu'on ait ce type de subvention, qu'elle soit européenne d'ailleurs, et encore mieux d'ailleurs européenne, parce que les politiques européennes, moi je suis donc administrateur à Blast, et donc à Blast on a beaucoup de subventions européennes, beaucoup d'aides de la presse européenne. Et les aides de la presse européenne vont moins suivre le courant politique intérieur du pays. C'est-à-dire que même si demain on aurait ici une majorité politique qui ne serait pas celle de l'Europe,
on aurait des chances encore de pouvoir obtenir des choses au niveau européen. Et donc, BLAS, c'est plusieurs millions de subventions européennes et ça n'existerait peut-être plus s'il n'y avait pas ces subventions. Et ces subventions, elles ne sont pas conditionnées effectivement au fait que ça soit de gauche, de droite ou de je ne sais quoi. Donc, il faudrait qu'on aille vers ce genre de système aussi. Après, c'est vrai qu'on est tous un peu à l'agonie. C'est très difficile pour nous toutes et tous. Mais c'est pas forcément... Enfin, moi, j'ai jamais été non plus pour le soutien des subventions. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver des modèles aussi entre nous qui marchent, entre les lecteurs, les auteurs et nous. Et que ce soit des systèmes, des écosystèmes qui soient vertueux et qui marchent sans tenir compte effectivement d'argent public ou autre. Mais là, c'est encore un autre... voilà. Non. En fait, je vais bien intervenir parce que nous, on a beaucoup travaillé autour de la question des bibliothèques, même de repenser l'espace bibliothèque. On a travaillé, par exemple, avec le collectif Chimirongwa, avec le curateur Anthony Djabé, qui est sud-africain. Pendant 2 ans, on a relu la bibliothèque du Centre Pompidou à travers les luttes noires francophones et on a proposé une forme d'installation. Et on a regardé aussi que, par exemple, que la bibliothèque pouvait être repensée comme un espace de refuge. Quand on regardait les gens qui officiaient à la bibliothèque du Centre Pompidou, il n'y a pas que des étudiants, il n'y a pas que des chercheurs. On a, par exemple, rencontré, échangé avec des sans-papiers. Il y a des SDF qui viennent là, qui viennent pour se réchauffer toute la journée, ils dorment, c'est un espace de repos pour eux, etc. Et tout. Et ce qui était intéressant en travaillant avec le collectif Chimirongwa, par rapport à ce projet, c'est-à-dire qu'eux, il y a 15 ans, ou je crois que c'était 15 ans ou 20 ans, ils avaient commencé à relire la bibliothèque de Cape Town. Parce qu'en fait, à l'époque, pendant l'apartheid, les étudiants noirs n'avaient pas le droit en fait, de fréquenter les bibliothèques en Afrique du Sud. Et ce que faisaient en fait ces étudiants quand ils avaient besoin des publications, les seules personnes racisées, c'était les gardiens et les femmes de ménage. Et à l'époque, pas mal de femmes de ménage ne savaient pas lire. Et donc les gardiens venaient et mettaient des stickers par rapport au titre des bouquins que les étudiants avaient. Quand les femmes de ménage venaient le soir, elles sortaient les bouquins et elles emmenaient aux étudiants qui faisaient des photocopies. Et le lendemain, quand elles revenaient faire le ménage le soir, elles remettaient en fait les bouquins en fait en place. Et la bibliothèque de Chimirongwa, c'est une bibliothèque qui s'est constituée que d'auteurs noirs. Et donc cette bibliothèque, à chaque fois qu'elle travaille, qu'elle collabore par rapport à cette relecture de bibliothèque, elle s'infiltre en fait. C'est une bibliothèque qui s'infiltre en fait dans la bibliothèque. Qui s'infiltrait dans la bibliothèque du Centre Pompidou. Et en plus, c'est une bibliothèque qui n'est pas que constituée que de livres. C'est une bibliothèque, en fait, il y a des disques, on trouve d'autres matériaux uniquement que des livres. Et c'est aussi un projet qu'on a fait quand on a sorti le numéro sur les discriminations en école d'art en France, où on a fait un projet qui s'appelait la bibliothèque augmentée. Et la bibliothèque augmentée, en fait, c'est un projet qu'on a fait qu'on a expérimenté dans 3 ou 4, je crois que c'était 4 bibliothèques en école d'art qui nous ont invités pour faire ce projet. Et c'est une bibliothèque où on avait remarqué qu'il y avait très peu de publications sur les questions décoloniales. Il n'y avait pas du tout très peu de catalogues ou d'essais sur des artistes issus de la diaspora. Et on a construit en fait un corpus comme ça avec les étudiants de ces publications qui n'existaient pas et qui s'infiltraient en fait dans l'espace de la bibliothèque. Mais c'est vrai que ce projet-là, c'est un projet qu'on mène en fait depuis 6 ans. Et là, pareil, je suis invitée à Print It Matter pour en fait penser dans le cadre des 20 ans de Print It Matter à une bibliothèque décoloniale. À quoi elle pourrait ressembler, quel type de livre serait intégré en fait dans cette forme de bibliothèque. Voilà. Oui. J'ai pris plusieurs notes.
je voulais juste mettre des éléments contextuels parce que je voulais me baser sur du coup l'édition française dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, justement de Monsieur Mollier. Mais en fait, ma question, ça porte un peu sur l'impasse qui est imposée par le système économique dans lequel on est, à savoir le capitalisme. Parce qu'au final, j'ai l'impression que beaucoup de notre posture et de notre manière de questionner la façon de faire de l'édition, c'est juste une manière d'essayer de récupérer un petit peu du marché, mais sans questionner le système capitaliste dans lequel on s'inscrit. Or, en fait, la plupart des crises dans lesquelles on est sont 100% liées au capitalisme, et on le voit très bien s'il y a la montée du fascisme, du nazisme. Au final, par exemple, comme c'est le cas avec du coup, ce texte que je viens de précédemment citer, les très gros éditeurs ont collaboré et du coup, il y a eu toute une posture nationale où, par exemple, tous les réseaux de distribution d'Hachette ont été utilisés à des fins du coup, de nazisme. Et donc, au final, quand on se réunit comme ça en proposant des livres indépendants et en se disant qu'en fait, on va un peu... Enfin, pas changer le monde justement, mais essayer de produire à notre échelle ou de se sauver les uns les autres sans questionner les fondements qui font qu'en fait notre système est en crise. Est-ce qu'il n'y a pas une impasse quelque part et est-ce qu'il n'y a pas une manière de repenser le livre, mais plus globalement par rapport à ses fondations, à savoir le renversement du capitalisme et le questionnement de la nationalisation des grandes entreprises qui ont un projet politique derrière? C'est une question très compliquée qui mériterait un autre débat. Puisque, et vous avez raison de nous provoquer de cette manière-là, moi je vais vous provoquer d'autre manière. Malheureusement, les expériences des pays socialistes ne sont pas enthousiasmantes. En Union soviétique, comme dans les autres pays qui sont apparus après 1945, on a effectivement nationalisé l'édition et, comme vous le savez, ça a entraîné la production de livres qui allaient dans le sens de la ligne du parti. Et pour tous ceux qui s'écartaient de cette ligne, il n'y avait pas d'alternative, ou alors c'était le samizdat, c'était des formes alternatives. Alors, vous avez sans doute raison de poser la question fondamentale, qu'est-ce que l'on fait pour changer le système? Mais je crois que ça n'est pas incompatible avec le principe de réalité. Au fond, ce que tous les trois on a essayé de montrer, c'est que dans le système où nous vivons, il faut essayer de proposer des solutions à très court terme, c'est-à-dire pour aujourd'hui, ce qui n'empêche pas chacun, à titre individuel ou collectif, d'appartenir à des organisations qui souhaitent en effet transformer radicalement la société. Mais pour ce débat, on était plutôt au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire pour, malgré tout, permettre à de bons livres, à la création, à la réflexion authentique, de diverses formes de résistance, de se proposer au lecteur. Oui, j'ajouterais aussi qu'il y a cette réflexion sur l'empreinte écologique du livre, puisque au-delà du système capitaliste, c'est aussi le système d'extraction du papier, le système d'extraction de la production. Et donc, effectivement, on est dans ces réflexions. Alors sur le système effectivement d'organisation, il y a de plus en plus d'associations, je pense, des maisons d'édition qui sont construites sous forme de coopératives. Donc on est moins dans des modèles d'entreprise capitalistique, mais plus dans des modèles de scope ou d'association. Et ça, je pense que c'est une bonne démarche. Mais voilà, après c'est la révolution, il faut qu'on la fasse à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on réfléchisse, qu'on intègre, parce que c'est très bien de nationaliser le livre, mais si c'est pour continuer à détruire la planète, le résultat n'est pas terrible non plus. Donc comment faire demain du livre vertueux qui lui-même limite l'empreinte écologique, sachant que voilà, on a besoin d'arbres pour faire du papier. Ce sont des réflexions qu'on essaye de mener. À un moment donné, il y avait cet espoir avec le numérique, qui disait c'est formidable parce que le numérique, effectivement, ça nous empêchera peut-être de passer par cette matière. Puis on s'est rendu compte que le numérique avait aussi ces systèmes de pollution, d'utilisation d'eau, de refroidissement, d'électricité, etc. Donc voilà, on cherche, on essaye de trouver. Et là, je pense qu'il faut que collectivement, on se mette tous à essayer de réfléchir. Et si vous avez des idées, nous, on est prêts à vraiment en parler, en discuter. Parce que je pense que ça viendra aussi des jeunes générations. Et c'est vrai que moi, j'ai peut-être des vieux réflexes, justement, d'éditeurs d'un monde un peu ancien maintenant. Mais je pense qu'il faut que le modèle de l'édition change complètement. On est encore sur un modèle qui...
bien sûr, les entreprises se sont concentrées, etc. Mais le principe, c'est toujours le même. Hein. C'est-à-dire que l'économie du livre, elle marche sur des livres qui doivent se vendre, des best-sellers, qui financent des livres qui eux-mêmes sont parfois déficitaires, etc. Et on n'a pas trouvé d'autres modèles que celui-là pour l'instant. Et donc, effectivement, il faut qu'on réfléchisse à d'autres modèles, mais inclure l'écologie dedans. Voilà. En fait, pour un peu conclure, nous, on se situe plus sur la bataille des idées, c'est-à-dire sur la création, sur la fabrique des contre-récits, et aussi sur comment accompagner et soutenir des auteurs, des autrices pour lutter contre une fabrique des imaginaires très conformistes aujourd'hui. Comment lutter en fait cette fabrique des imaginaires où on doit penser tous de la même manière, réfléchir de la même manière. Nous, on est plutôt dans le sens de justement, on se situe plus dans un espace politique pour proposer en fait des nouveaux récits qui proposent des nouveaux imaginaires et qui nous emmènent et qui nous fassent en tout cas rêver et donner de l'espoir. Et donc nous, on est vraiment sur la partie créatif en fait des récits et du coup de soutenir en fait les différentes formes de narration plus inclusives. Et pour moi, la bataille, elle se trouve là et aussi archivée parce que la publication aussi reste aussi, c'est un espace aussi d'archivage de mémoire et des récits. Et malgré qu'on soit enfermé dans un système capitaliste, mais c'est aussi comment de l'intérieur, comme être une espèce de virus, comment produire des outils qui vont aussi nous aider à sortir de ce capitalisme-là. Et ça passe en fait par la création et la fabrique en fait des récits émanant des différents auteurs que nous défendons, que nous portons. Donc voilà. Merci. Je trouve que c'était une belle manière de conclure cette table ronde. A priori, nous, on reste un peu par là si vous voulez discuter informellement de tout ça. Et je vous remercie. On vous remercie pour votre écoute et merci à vous trois pour avoir accepté d'intervenir.